Bonjour tout le monde. On va commencer. Il y a encore des gens qui rentrent, mais on va commencer ça lentement. Donc, bienvenue à ce webinaire de Vivre en ville. Puis, merci de vous joindre à nous ce midi. Mon nom est Florence Desrochers, puis je suis coordonnatrice en équité territoriale chez Vivre en ville. C'est moi qui va être votre hôte aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais débuter avec quelques consignes d'usage. Donc, on vous invite premièrement à nous faire part de vos questions et commentaires tout au long du webinaire directement dans l'outil de discussion de Zoom. Comme ça, on va pouvoir les partager aux panélistes lors de la période d'échange avec le public. Pour accéder à cet outil-là, il suffit d'aller au bas de votre fenêtre Zoom et de choisir l'option Converser, qui a l'icône d'une bulle. Pour tout problème technique lié à la plateforme, vous pouvez nous écrire à événement@vivreenville.org, dont l'adresse se trouve dans l'outil de clavardage dans l'outil de clavardage, oui. Donc, voilà, bienvenue à ce webinaire sur la participation citoyenne inclusive. Aujourd'hui, on a réuni 4 panélistes qui ont une expérience très riche en la matière. On a très hâte de vous les présenter. Mais avant cela, je vais céder la parole à ma collègue Jeanne Robin qui souhaite vous adresser quelques mots en guise d'introduction. Jeanne, à toi la parole. Merci beaucoup Florence. Bonjour, donc je m'appelle Jeanne Robin, je suis directrice principale de Vivre en Ville et ça me fait vraiment très plaisir d'ouvrir ce webinaire. Au fil des années, j'ai participé à de nombreuses séances de consultation publique, mais beaucoup en tant que professionnelle pour représenter les organisations pour lesquelles je travaillais et à travers elles leurs membres et l'intérêt collectif évidemment. Mais j'ai aussi participé à des séances de consultation en tant que citoyenne, en particulier quand ça touchait mon quartier. Puis je me souviens en particulier d'une soirée où l'organisation publique qui consultait avait organisé des ateliers de travail. On était environ 8 personnes par table et quand on a fait un tour de table pour se présenter, ça a été une drôle de prise de conscience. Parce qu'autour de ma table, tout le monde était ingénieur, urbaniste ou spécialiste en mobilité durable ou en verdissement urbain. Et c'était pareil dans toute la salle. Je me souviens de m'être fait la réflexion qu'il y avait au moins autant de compétences et d'expériences professionnelles parmi les personnes consultées que parmi les personnes consultantes. Pour les autorités publiques qui consultent, ça peut évidemment être un peu confrontant d'avoir un public aussi expérimenté. Mais d'une certaine manière, c'est aussi très pratique parce que tout le monde comprend le vocabulaire, tout le monde connaît les concepts, tout le monde discute selon les mêmes conventions. Donc c'est pratique d'avoir un public de spécialistes, mais c'est aussi un peu inutile parce que consulter, ça sert aussi à compléter le regard sur un projet en allant chercher des gens qui ont une vision complémentaire dont le porteur de projet ne dispose pas. Bon, je vous rassure, on n'est pas en train de dire que les municipalités doivent pas consulter les organisations spécialisées, loin de là. Par contre, on souligne que ça ne suffit pas. Donc, pour parvenir à faire participer des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, c'est un véritable défi. Ça implique de les rejoindre, donc pour ça, il faut commencer par les identifier, puis par prendre le temps de les connaître. Ça implique de trouver un moment où ces personnes-là sont disponibles, de leur donner le goût de se déplacer pour les entendre, d'identifier le ou les meilleurs moyens d'échanger et plein d'autres exigences, dont certaines peuvent impliquer de sortir de notre propre zone de confort. À Vivre en Ville, on travaille depuis longtemps sur les questions de participation citoyenne, en particulier autour des projets de transformation urbaine. On a travaillé beaucoup sur le terrain, puis après quelques années de réflexion, d'analyse, de tests, on a tenté de réunir quelques enseignements dans un ouvrage qui s'appelle Ouvrir le dialogue, puis je vous invite à le consulter parce que c'est vraiment très riche. Mais on sait très bien que parvenir à mettre en place des modalités de participation inclusive, c'est un apprentissage permanent et que pour ça, on a beaucoup à gagner à s'inspirer des succès d'autres organisations et peut-être dans certains cas même de leurs insuccès. Dans le cadre de la participation de Vivre en Ville au plan de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, on a la chance de se pencher plus précisément sur les conditions de participation des personnes en situation de vulnérabilité et tout particulièrement en situation de pauvreté. On a constaté que cette préoccupation-là, elle correspond aussi à un besoin de nombreuses organisations publiques et d'organisations communautaires. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire bénéficier le plus grand nombre de notre réflexion sur le sujet. Puis le webinaire d'aujourd'hui est un des éléments de cette réflexion. Évidemment, la participation citoyenne inclusive, ça peut prendre d'autres formes que la consultation. Les personnes vulnérables ou celles qu'on entend moins souvent, elles peuvent participer à la transformation de leur milieu de vie de différentes manières. Aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'entendre parler de cas concrets et de bénéficier de l'expérience acquise par nos panélistes que je remercie beaucoup d'avoir accepté de se joindre à nous aujourd'hui.
Donc on espère que leurs réflexions et leurs réflexes vous seront utiles autant qu'à nous. Je vous remercie pour votre présence à tous et toutes aujourd'hui et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci. Merci, Jeanne. Donc, merci beaucoup pour cette introduction. C'est maintenant le moment de nous tourner vers nos panélistes invités. Donc, notre première présentation sera donnée par Michel Bellemare et Marianne Paradis-Pelletier du collectif pour un Québec sans pauvreté. Michel Bellemare est collaborateur du collectif pour un Québec sans pauvreté et membre du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pour ne nommer que ces implications-là. Pour sa part, Marianne Paradis-Pelletier est responsable des pratiques avec au collectif. Notre deuxième panéliste est Marie-Noëlle Bélan, directrice de l'Engrenage Saint-Roch, un organisme communautaire qui œuvre dans ce quartier central de la ville de Québec. Elle viendra nous partager plusieurs apprentissages et constats tirés de projets qui ont pu bénéficier de la participation de personnes marginalisées. Finalement, notre troisième panéliste est Émilie Dufour, conseillère en développement collectif chez Communagir. Émilie accompagne plusieurs démarches intersectorielles partout au Québec, notamment aux échelles locales, supralocales, régionales et provinciales. Puis elle va nous partager quelques constats issus de sa riche expérience en la matière. Donc, Marianne et Michel, la parole est à vous. Faudrait que tu ouvres ton son, Michel. Désolé, mon son était bloqué. Alors, bonjour tout le monde. D'abord, j'aimerais remercier Vivre en Ville de nous accueillir si gentiment. Nous sommes honorés de cette chaleureuse invitation. Je dirais d'entrée de jeu que les personnes en situation de pauvreté doivent être au cœur de tout projet ou toute démarche visant à lutter contre la pauvreté. Le fait d'être entendu et écouté en tant que personne première concernée permet une meilleure considération des problèmes et des solutions à apporter. C'est là le cœur de notre message qu'on désire vous transmettre aujourd'hui. Mais d'abord, Marianne va vous dire en bref ce qu'est le collectif pour un Québec sans pauvreté et ce qui nous amène aux pratiques avec. Merci, Michel. Bonjour à tous et à toutes. C'est ça, pour vous situer un peu, là, en fait, le collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est un regroupement d'organisations nationales et régionales qui est actif au Québec depuis 1998. Il a porté une proposition citoyenne de loi pour éliminer la pauvreté. Puis, c'est cette proposition qui a été largement appuyée là, par 215 000 personnes, entre autres, qui a mené, c'est comme je disais, l'Assemblée nationale a adopté en 2002 la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est cette loi-là qui demande au gouvernement la mise en place des plans d'action gouvernementaux de lutte à la pauvreté. Puis les alliances pour la solidarité découlent de ces plans de lutte-là. Le collectif actuellement est en campagne pour une campagne qui s'appelle Le discours doit changer, parlons de pauvreté. C'est dans le fond utiliser le contexte de campagne préélectorale pour parler de pauvreté, de la façon dont on veut en parler avec nos revendications. Puis celle qu'on met de l'avant actuellement, c'est d'améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté en augmentant leurs revenus par un meilleur accès au logement, à une alimentation saine, aux services de santé et d'éducation, puis tout cela financé par une réforme de la fiscalité. Tout ça est accompagné par un manifeste que les organisations sont invitées à signer. On a déjà au moins plus de 1200 signataires, excusez, à au manifeste. Vous allez avoir dans le chat là, éventuellement les informations pour aller prendre des informations là-dessus et aussi pour des outils là, qui sont en lien avec la présentation qu'on vous fait aujourd'hui. Donc toutes ces revendications-là euh, sont aussi liées à la lutte contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté.
Puis, ce qu'on dit, ben, c'est les personnes qui vivent la pauvreté, les organisations qui les représentent, doivent être au cœur de l'élaboration, de la mise en œuvre, de l'évaluation des processus et des mesures qui les concernent. Cette dernière affirmation, en fait, c'est donc l'approche avec. On en a fait une définition qu'on peut résumer là, en disant penser, décider et agir avec les personnes en situation de pauvreté, dans une perspective de travailler ensemble. Nous, on parle de personnes en situation de pauvreté parce qu'on est le collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous pourriez aussi le remplacer par personnes premières concernées par une situation. Si on décortique un peu cette définition-là, penser, décider, agir. Donc, penser, c'est d'abord être à l'écoute des personnes en situation de pauvreté et tenir compte de leurs attentes, de leurs volontés, de leurs besoins. C'est le moment où on partage des idées, on les brasse, on les analyse ensemble. Comme ça, un projet pourrait être mis en branle après une consultation sur les orientations et sur les moyens à mettre en œuvre pour assurer la participation des personnes concernées tout au long du processus. Décider ensemble, ben, c'est partager le pouvoir. Il faut, il faut non seulement prendre des décisions avec les personnes en situation de pauvreté, il faut aussi s'assurer au préalable d'avoir pris en considération ben, toutes les idées qu'elles ont proposées, pour être vraiment à l'écoute de ce que les personnes ont à dire. Puis agir ensemble, ben ça, c'est souvent l'étape qui est un peu la plus spontanée, celle qui vient plus naturellement. C'est réaliser une action qui, ben, idéalement, qui a été pensée et décidée avec, mais ça peut commencer par là aussi. Puis, c'est permettre à chaque personne de participer en fonction de ses intérêts, de ses connaissances, dans le projet. Quand on dit avec, c'est pas un acronyme, c'est vraiment avec les personnes en situation de pauvreté. Puis, on l'utilise pour dire penser, décider, agir avec les personnes dans une perspective de travailler ensemble. C'est de mettre en relief, en fait, l'exclusion sociale particulière que vivent ces personnes-là pour aplanir les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Fait que c'est donc très important de mettre en place des pratiques inclusives pour que les personnes en situation de pauvreté puissent prendre la place qui leur revient dans la société. C'est une fois que ces conditions-là auront été mises en place qu'il sera alors possible de travailler ensemble avec des gens de différents horizons et dans des rapports plus égalitaires. Pourquoi le collectif considère que c'est important de mettre en place des pratiques avec? En fait, parce que les personnes en situation de pauvreté sont au cœur de la situation. Elles en sont les expertes. Elles sont engagées au quotidien dans la recherche de solutions pour améliorer leurs conditions de vie. Elles possèdent des savoirs uniques sur la réalité de pauvreté et apportent un angle d'analyse différent. Leur contribution dans la lutte à la pauvreté est donc essentielle. Les pratiques avec aussi, ça favorise l'inclusion des personnes en situation de pauvreté dans la société, puis ainsi, ben, ça contribue à lutter contre les préjugés véhiculés envers elles. Je repasse la parole à Michel. Il faut dire que travailler avec demande souvent une ouverture au changement. Il faut parfois remettre en question les structures de son organisation et transformer ses façons de faire. Il faut surtout avoir la conviction que les efforts nécessaires à cette transformation en valent la peine. Le pouvoir est souvent un enjeu crucial dans les pratiques avec. Il faut d'abord créer un contexte et un environnement permettant que les idées de projets, d'actions viennent des personnes elles-mêmes en situation de pauvreté. Et quand les idées ne sont pas les leurs, les personnes en situation de pauvreté doivent dire ce qu'elles en pensent et on doit prendre leur avis en considération. Dans un projet, par exemple, on doit clarifier les rôles, donner de la place à toute forme d'implication possible et reconnaître les contributions de chaque personne.
Il faut bien identifier les besoins des personnes concernées ainsi que le but à atteindre. Maintenant, si on veut parler des bons pas à faire dans une démarche avec, je n'ai qu'à penser à la manière dont on s'est préparé, Marianne et moi, pour cette présentation. On a d'abord pris le temps nécessaire à la préparation, on s'est entendu sur la démarche à suivre, on s'est partagé les responsabilités en agissant comme des partenaires égaux et en prenant les décisions ensemble. On a établi un calendrier de rencontres préalables en Zoom et on s'est ajusté aux contraintes et imprévus en cours de route. Dans un exercice semblable, il ne faut pas oublier l'importance des allers-retours et accepter que ça puisse parfois bugger, pardon. Ça finit toujours par débloquer et en bout de ligne, on a pensé ensemble, on a décidé ensemble et on a agi ensemble. Les pratiques avec font en sorte que les personnes en situation de pauvreté apprennent à prendre entièrement leur place dans une organisation. Bien sûr, la bonne entente favorise l'esprit de corps nécessaire au bon fonctionnement. Et dans cette ouverture à l'autre, il se développe une générosité d'esprit qui fait du bien. Il faudrait en venir à considérer pleinement les personnes en situation de pauvreté dans toutes les démarches les concernant, directement ou indirectement, en tant que personnes citoyennes à part entière. Dans une entente récente sur l'aménagement du territoire forestier de Wemotaci au nord de Latuque, là où on exerçait des coupes à blanc sans avoir l'accord des populations affectées, les premières personnes concernées sont maintenant assises autour de la table. Elles participent aux décisions et profitent comme les autres des bénéfices engendrés par une exploitation maintenant plus respectueuse, assurant ainsi une meilleure protection du territoire où s'exercent les pratiques ancestrales de chasse, de pêche et de cueillette. Quand j'ai vu les sourires des membres de la communauté, j'étais content du résultat d'un faire avec nécessaire et bénéfique. Quand on y pense, il faudrait qu'on en vienne à reconnaître les personnes en situation de pauvreté de la même façon que dans cet exemple, avec respect et dignité. Je redonne la parole à Marianne. Merci. On avait plein de choses qu'on voulait vous dire, mais là, on a choisi deux pistes ou deux voies qui nous semblaient assez intéressantes pour favoriser une meilleure participation des personnes en situation de pauvreté. On a retenu en fait l'accompagnement des personnes. Ça peut prendre plusieurs formes. Il y a tu sais, toute la partie matérielle, puis la partie de soutien à la participation. Dans les éléments matériels, en fait, c'est de mettre tout à disposition des gens pour que les personnes puissent participer, être présents physiquement, tout le côté matériel là, pour participer à une rencontre. Tu sais. C'est le transport, le service de garde, un lieu où les gens se sentent à l'aise, un moment qui convient à toutes les personnes concernées, puis tu sais, idéalement, sans que les personnes aient trop à quémander pour les questions d'argent. Puis aussi, ben, toute la question de l'accueil, un accueil chaleureux, de prendre le temps d'organiser une rencontre de préparation avec les personnes en situation de pauvreté avant une réunion incluant des personnes de différents horizons. Un exemple qui est revenu souvent en faisant des présentations de ce type-là, c'était des rencontres dans un projet de recherche sur l'autonomie alimentaire. C'était les rencontres des expertes de vécu qui se rencontraient entre elles avant les rencontres avec les expertes de la pratique et de la recherche et permettaient en fait déjà de se rencontrer ou de prendre contact, puis ensuite de prendre connaissance des enjeux à traiter, puis se faire une tête à plusieurs, de faire un bout d'analyse ensemble pour être plus prêtes à participer. Les participantes se sentaient beaucoup plus confiantes pour participer au projet après ces rencontres-là. Il y a aussi, tu sais, Michel l'a mentionné plus tôt, rester dans l'ouverture. L'ouverture, ça peut prendre plusieurs formes, c'est voir des différentes façons de faire les choses, comme on n'avait jamais fait avant dans une organisation, tu sais, envisager de faire les choses autrement. Puis c'est aussi d'être dans l'écoute,
de certaines interventions qui pourraient avoir l'air hors de propos, mais finalement, elles ne le sont pas, elles sont tout à fait dans le sujet. Mais il faut prendre le temps d'aller questionner ça. Par exemple, une personne qui mentionnerait que ses chaussures, en fait, c'est dans les transports, pas dans les vêtements. Quand on demande à la personne, ben, elle nous explique qu'en fait, elle se déplace à pied. Donc, pour elle, les chaussures, c'est un moyen de transport. Puis ça, ben, ça peut nous amener sur des chemins qu'on n'aurait pas soupçonnés au départ. Donc voilà, je repasse la parole à Michel pour notre mot de la fin. Ça fait déjà un bon bout de temps que Marianne et moi travaillons ensemble. Et notre présentation d'aujourd'hui est le fruit de nombreux échanges et collaborations avec plusieurs personnes impliquées dans le développement des pratiques avec. Nous vous remercions de votre écoute et nous espérons vous avoir inspiré. Merci. Merci beaucoup, Michel et Marianne. Donc, merci de nous avoir parlé de l'approche avec puis de l'importance d'inclure les personnes concernées. C'est une excellente entrée en la matière. Moi, je retiens que pour favoriser leur participation, il faut, entre autres, offrir un accompagnement adéquat. Merci aussi de nous avoir rappelé le rôle décisif du collectif là, pour tout ce qui touche la mobilisation autour de l'adoption de la loi pour l'élimination de la pauvreté au Québec. Je vous rappelle que vous pouvez laisser vos questions dans l'outil Converser, puisqu'on va se réserver du temps à la fin du webinaire après les deux prochaines présentations là, pour y répondre. Maintenant, je vais passer la parole à Marie-Noëlle Bélan de l'Engrenage Saint-Roch. Donc, à toi la parole, Marie-Noëlle. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un sujet riche à parler, ça aurait été encore plus intéressant en personne, mais quand même, explorons-le à distance. Je m'appelle Marie-Noëlle Béland. D'un point de vue individuel, dans les dernières décennies, là, j'ai été à la fois une citoyenne impliquée, j'ai travaillé en alphabétisation, j'ai travaillé au collectif pour un Québec sans pauvreté aussi. Et puis, je suis atterrie il y a quelques années à l'Engrenage Saint-Roch, l'Engrenage dont la mission est de rassembler les forces du milieu, donc autant les personnes qui y habitent, qui y travaillent, qui fréquentent le milieu, les organismes et partenaires pour améliorer la qualité de vie dans le quartier Saint-Roch. Toujours avec une conscience donc des inégalités sociales, parce que si on agit sans en avoir confiance, des fois, on ne fait que les renforcer, même avec les meilleures volontés du monde. L'engrenage est vraiment né dans un élan citoyen. Dans le fond, c'est vraiment né de la mobilisation citoyenne autour de 2005, à l'époque, la démolition là, de la deuxième partie du Mail Saint-Roch. Donc, des citoyens, citoyennes qui étaient inquiets des tensions dans le quartier puis qui avaient le goût de créer du lien. Fait que c'est vraiment la participation a été au cœur de l'engrenage depuis le tout début et toujours c'est ça dans une conscience des enjeux du milieu en travaillant dans un milieu. Puis d'emblée j'ai le goût là, de venir me positionner absolument pas comme une experte de la participation citoyenne. C'est vous et les experts experts de votre milieu. Je suis pas là pour vous donner des recettes, je suis pas là pour vous dire quoi faire. Je me considère plus comme une apprenante, mais une apprenante qui apprend depuis 20 ans sur la participation. Parce que dans le fond, avant que ça devienne un concept plus à la mode, la participation citoyenne, ben, de tout temps, des hommes et des femmes se sont rassemblés dans leur milieu pour le transformer, pour l'influencer, pas toujours avec le même pouvoir. Puis c'est de ça qu'il faut apprendre. Ils n'ont pas attendu d'être des experts pour le faire. Ils l'ont fait. Ils ont essayé des choses, des fois qui fonctionnent, des fois qui fonctionnent pas. Puis c'est vraiment ça, moi, que j'ai envie de vous inviter à faire. Donc, de vous mettre dans une posture d'apprentissage à l'échelle des gens qui se parlent, à l'échelle des gens qui apprennent, qui essaient des choses, qui n'ont pas peur de faire des erreurs, qui sont en mode écoute, puis qui sont mobilisés autour d'un objectif. Donc, justement, l'inclusion sociale en soi, c'est un objectif, mais de venir un peu aussi chercher des visions rassembleuses dans nos milieux pour s'appuyer puis pour avancer ensemble. Parce que ce qui nous mobilise, c'est souvent la destination où on veut aller. Euh, J'écoutais là, les autres personnes parler, puis j'avais envie de nous redonner la définition de l'Office québécoise de la langue française, de la définition de l'exclusion sociale. Parce qu'on fait souvent l'erreur d'avoir l'impression que les personnes qui vivent de l'exclusion, c'est quelque chose d'individuel. C'est comme une vulnérabilité ou c'est une caractéristique des personnes. Mais non,
L'exclusion sociale, la définition de l'Office et la réalité, c'est l'action exercée par un groupe, par une société qui rejette certaines de ses membres à l'extérieur d'elle-même et l'effet de cette action-là sur les gens qui la subissent. Fait qu'au fond, de vouloir travailler dans une perspective d'inclusion sociale, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient faire une force inverse à la force que déjà notre société, notre système crée, notre système exclut des gens. Ben nous, on veut en avoir conscience pour essayer de faire des chemins vers ces personnes-là pour les ramener, dans le fond, leur permettre de faire des passerelles finalement pour faciliter la participation à la collectivité. C'est important de se demander, on parle d'inclusion, il n'y a pas une façon d'inclure l'ensemble des groupes qui vivent de l'exclusion sociale. On parle de participation citoyenne inclusive, mais est-ce qu'on veut inclure des personnes aînées? Est-ce qu'on veut inclure des personnes en situation de handicap? Est-ce qu'on veut inclure des personnes de la rue, des personnes en situation de pauvreté, des personnes issues de l'immigration? Il y en a différents groupes, puis c'est pas une seule approche qui va faciliter l'inclusion de tout le monde. C'est vraiment une diversité d'approches qui permet de rejoindre les gens finalement. On ne peut pas donc imaginer une activité parfaite ou est-ce une consultation parfaite ou est-ce que tout le monde se sentirait à l'aise là, de participer. Nous, on est vraiment pour une diversité des approches. Par exemple, dans Saint-Roch, si je veux avoir l'avis des personnes de la rue, ben, je ne vais pas m'attendre à ce qu'elles viennent à mon activité annoncée 2 semaines d'avance avec un horaire fixe. Il y en a peut-être quelques-unes qui peuvent venir, mais il faut surtout que je déploie des moyens d'aller vers ces personnes-là pour avoir leur point de vue. Fait que toujours, dans le fond, se demander à qui est-ce que je veux inclure, puis comment je vais faire. Puis en se posant la question, c'est important de se demander aussi dans nos milieux, est-ce qu'il y a des gens qui le savent plus que moi, que je pourrais aller consulter finalement en chemin? Que si vous êtes des municipalités, bien, il y a peut-être des organismes sur vos territoires qui travaillent avec les personnes, donc que vous voulez rejoindre. Fait que prenez juste la peine de le demander, de dire comme hey, on aimerait rejoindre tel groupe, comment on compterait mieux de fonctionner pour les rejoindre? Puis c'est aussi simple que ça, donc vraiment à l'échelle des gens qui se parlent, des gens qui essaient des choses, le faire simplement. Une dimension qui est essentielle, c'est de partir des besoins des gens. C'est vraiment une erreur à éviter là, de faire tout dans notre coin, de tout concevoir notre approche, puis après ça, ben, d'espérer que les gens y viennent y participer. Mieux vaut élaborer notre approche, notre projet, déjà en faisant des allers-retours dans des espaces formels et informels pour aller tester la réception de l'idée, puis définir le projet en tenant compte des points de vue extérieurs, donc se laisser influencer. Puis pour arriver à faire ça, ben le mieux, c'est vraiment de cultiver notre ancrage dans notre milieu. Donc, travailler des liens avec les gens qu'on veut rejoindre. Ben, vous, comme moi, dans votre vie, vous avez très certainement des espaces où vous ne vous sentez pas à l'aise d'être. Des espaces où est-ce qu'on se dit comme ah, j'irai pas là, il me semble que je me sentirai pas bien là, ou je sais pas si je vais être bien reçue, ou je sais pas si c'est ma place. Quand on vit de l'inclusion, ben, on accroît le nombre d'endroits où on se sent bien. Mais à l'inverse, quand on vit de l'exclusion sociale, mais on prend moins de risques parce qu'on se dit, ah, je ne vais pas aller là, il n'y aura probablement pas d'écoute ou je ne sais pas comment ils vont me recevoir, j'aime autant pas prendre de chance. Fait qu'on finit par peut-être moins avoir la tendance à y aller simplement dans des endroits où on ne sait pas comment on va être reçu. Puis c'est normal, je pense que c'est vraiment juste un instinct de survie. Tout à l'heure, Marianne parlait là, d'avoir un accueil chaleureux. C'est vrai pour l'événement, mais c'est vrai, je dirais, dans l'ensemble des liens qu'on tisse avec les populations qu'on veut inclure. Donc, la participation citoyenne, c'est souvent une question d'appartenance finalement à un groupe, à un milieu, de sentir qu'on en fait partie puis qu'on a notre place. Puis ça se travaille vraiment en amont. Une autre dimension, c'est de s'adapter. On ne peut pas juste non plus, créer des liens, première étape. Deuxième, s'adapter aux besoins. On ne peut pas juste vouloir que l'autre fasse tout le chemin pour s'adapter à notre activité. Nous-mêmes, on doit faire un bout. Puis, je vais donner un exemple. Les groupes en alphabétisation, ils disent beaucoup, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens développe toutes les capacités à consulter le monde numérique, il faut continuer d'avoir des outils papier, des consultations en personne pour rejoindre les gens.
Je prends un petit gorgée d'eau. Donc, s'adapter, faire un bout de chemin et écouter. Les gens, ils vont nous le dire comment les inclure si on leur demande. Fait que juste se parler, aller chercher des avis, puis s'adapter. Aussi, regarder dans nos communautés, qu'est-ce qui a envie de bouger? Y a-t-il quelque chose y a-t-il des signaux comme quoi des gens auraient envie de bouger autour d'un enjeu? Je donne un exemple à l'engrenage. Puis tu sais, à l'engrenage, là, on est vraiment en mode critique, on est en mode d'apprentissage, on fait pas juste des bons coups, mais finalement, on essaie toujours de voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce qu'on fait. Puis une des critiques qu'on a envers notre action, c'est qu'on trouve qu'on rejoint peu des personnes issues de l'immigration récente. Puis c'est probablement que ce qu'on offre, ça répond pas aux besoins des gens puis aux préoccupations des gens. Fait qu'il faut travailler notre ancrage, il faut travailler notre écoute, notre adaptation. Puis une des choses qu'on a fait récemment, c'est que dans une consultation là, qui a mené au portrait de Saint-Roch, d'ailleurs, je vais vous le montrer, si jamais vous voulez vous le procurer, il y a deux mamans qui nous avaient parlé d'une traverse piétonne entre un HLM et un parc. Et puis, dans le fond, le HLM, famille, beaucoup de personnes issues de l'immigration, il n'y a pas de cours, il y a des petits balcons, fait que les enfants, ils vont beaucoup traverser vers le parc pour aller, c'est comme leur cours arrière. Fait qu'évidemment, hein, quand on est jeune, on joue dehors, on rentre chercher un verre d'eau, on ressort, on fait plein d'allers-retours. Mais là, il y a une rue entre les deux. Puis les automobilistes qui passent, ben, ils n'ont pas conscience qu'ils traversent un milieu de vie. Fait que les mamans étaient préoccupées. Fait que ce qu'on a fait avec ça, c'est qu'on est allé voir des organismes jeunesse pour dire, hey, avez-vous entendu, vous aussi, ces éléments-là qui sont ressortis? Ils confirmaient aussi, c'est une préoccupation qui était partagée. Ah, fait que voilà, maintenant, on a comme un enjeu qu'on sait qui répond aux besoins du milieu des gens qu'on veut rejoindre. Fait on est allé animer une activité dans le milieu pour amener les gens, donc avec les deux organismes jeunesse, qui avaient déjà un bon ancrage là aussi, qui avaient des approches adaptées. Donc, on est allé animer une activité pour amener les gens à imaginer comment ils voudraient que cet espace-là soit. Euh, Évidemment que les gens ont eu envie de participer. Dans le fond, on parle de leur milieu, on parle d'une approche adaptée, d'une préoccupation qu'ils ont. Et alors, nous, ce qu'on a eu à faire ensuite, là, c'est d'aider à ce que leurs paroles cheminent vers les personnes qui sont dans une situation de pouvoir sur cet enjeu-là. Donc, si je résume, dans cette situation-là, notre radar a capté qu'il y avait quelque chose qui avait le goût de bouger, on a entendu, on s'est adapté, on est allé écouter, puis après ça, on a aidé, facilité la parole. À ce qui semble, c'est un enjeu, là, il semble qu'il y a quelque chose qui se trame, puis que la traverse piétonne serait sécurisée. C'est un besoin qui était légitime, qui a été entendu. Fait que si ça se traduit par des transformations concrètes, ben, quel message on va envoyer à la communauté? Ben, c'est ça vaut la peine de partager votre point de vue. Il est entendu, il peut amener à des transformations sociales. C'est super positif, puis ça renforce le sentiment d'appartenance. Et après ça, ben, il y a plus de chances aussi que la personne se sente à l'aise de participer à d'autres activités parce qu'elle va sentir une pertinence à participer. Un autre exemple dont j'ai envie de vous parler, c'est l'exemple du parc Pécan, que vous connaissez peut-être si vous connaissez Saint-Roch. C'est il y a quelques années, pendant la pandémie, un stationnement qui était à vendre. Et puis deux voisines ont saisi l'opportunité puis ont dit, hey, on pourrait en faire un parc. Elles ont activé leur réseau, elles ont contacté l'engrenage, conseil de quartier, conseil municipal, le voisinage. Puis finalement, il y a eu une belle ouverture de la ville, ça s'est tricoté jusqu'à devenir un parc. Comment ça s'est fait? Ben, ça a été vraiment un projet, là, je veux le noter, la Ville de Québec, c'est un projet exemplaire de notre point de vue de l'engrenage, là, en termes de co-construction d'un espace où est-ce qu'on ne fait pas seulement consulter les gens, mais qu'on les implique vraiment dans l'élaboration des plans. Alors, ce serait vraiment à reproduire. Mais donc, ah oui, puis d'ailleurs, si jamais le processus vous intéresse, ben, le 22 avril au Noctem, il y a l'ENAP qui va lancer un documentaire sur le processus qui a mené là, au Parc Pékin. Mais en chemin, par contre, ça n'a pas été si simple parce qu'il y a des points de vue parfois qui s'opposent dans des aménagements. Donc, aux besoins de qui on veut répondre? C'est quoi les besoins légitimes? C'est pas toujours les mêmes.
Dans ce cas-là, par exemple, il y avait d'une part le besoin des familles, qui avaient le goût d'avoir un espace vert, un espace pour jouer. Il n'y en a pas beaucoup dans Saint-Roch. Puis de notre côté, ben, il y avait aussi des personnes marginalisées qui ont besoin d'un espace pour se déposer, un espace un peu à l'écart des lieux les plus fréquentés. Fait que l'idée était de se dire, OK, comment on peut travailler à concilier tous ces besoins-là vers un projet qui va finalement euh, être inclusif et pas seulement prendre en compte une partie des besoins. Et puis, ça a été, je dirais, ça a été globalement un succès. Ça se vit bien. Il y a une cohabitation qui est positive dans cet espace-là, là. Fait qu'on peut on peut le célébrer, on peut prendre en compte, là, observer le fait qu'il y a eu plein de besoins qui ont été pris en compte, une ouverture, une écoute pour créer quelque chose finalement qui fonctionne bien. De notre côté, dans ce projet-là, le rôle qu'on a joué, bien, encore une fois, les personnes qui vivent le plus d'exclusion ne vont pas nécessairement aller dans les lieux officiels de consultation, mais nous, à l'Engrenage, on a une personne qui est agente de mixité, qui est sur le terrain, donc à longueur de semaine, qui est vraiment là, dans le milieu pour capter les enjeux, capter les besoins, jaser avec le monde, travailler un super ancrage des liens, être à l'écoute. Elle fait qu'elle était à même d'outiller l'équipe de travail de l'engrenage dans toute la démarche qui concernait le parc Pécan pour être capable donc de lever des flags puis de les amener à être alertes sur certaines décisions, sur certains enjeux qui pouvaient créer plus d'exclusion si jamais ils n'étaient pas pris en compte. Fait que ça, c'est encore une fois, là, dans l'idée de la diversité de moyens, oui, des fois, on va travailler spécifiquement à la mobilisation des personnes de la rue, mais d'autres fois, on va juste s'assurer que leur point de vue soit entendu. Quand je parle aussi de la mobilisation là, des personnes de la rue, je pense à certains projets là, qu'on a fait ces dernières années. En ce moment, justement, là, il va y avoir un balado qui va sortir, qui a été réalisé avec CKIA, qui regroupe des personnes qui vivent de l'exclusion. Tout à l'heure, je voyais Michel puis Marianne se dire je te donne la parole, je te donne la parole. Puis ça me faisait penser au balado, justement, parce que dans ce projet-là, ce qu'on a voulu, c'est donner la parole à des gens qui ne l'ont pas. C'est aussi ça, finalement, là, susciter la participation citoyenne. Donc, si je résume, tranquillement, pas vite, euh, diversité de moyens, écoute, ancrage, nous, on a comme, en fond, je le visualise comme différentes échelles de participation citoyenne qui commencent donc au premier échelon par l'information. S'assurer que les gens aient l'information. Nous, on le fait avec un babillard communautaire, donc un gros babillard près de la bibliothèque Gabriel-Leroy, où on met les informations disponibles pour des gens qui vivent de la fracture numérique. La vitrine de la rue Saint-Joseph va faire des expositions sur des enjeux de société. Les gens passent, ils peuvent avoir accès donc à ces réflexions-là. On a notre site web, fait que rendre disponible de l'information, c'est la base de la participation citoyenne. Ensuite de ça, euh, des participations ponctuelles. Il y a aussi des gens qui n'ont pas le goût nécessairement de s'embarquer dans une grosse démarche. Donc, la participation, ça peut se vivre dans le bénévolat aussi, dans une première étape. Donc, servir de la bouffe à la cabane à sucre, participer à la fête d'Halloween, venir jouer un peu de piano sur le parvis là, avec notre piano public. Donc, vraiment d'avoir une diversité de moyens pour stimuler l'envie de participer à la communauté. Ensuite de ça, ben, on organise aussi des soirées d'échange, des soirées de discussion. On en avait eu là, à l'époque sur l'itinérance. Les gens de Saint-Roch avaient besoin de comprendre qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé depuis la pandémie, qui faisait en sorte que la situation avait à ce point évolué. On va en avoir là, à venir là aussi des rencontres sur probablement là, le sujet de la sécurité, le sujet de la santé globale. Bref, on essaie de capter les besoins des gens, de dialoguer autour de certains enjeux pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour le faciliter. On a aussi des comités, dans le fond, où les gens peuvent s'impliquer, comité frigo, comité piano, comité babillard. Dans le fond, là, c'est à un niveau, je dirais, plus élevé, les gens qui ont envie de faire partie d'un comité et de s'impliquer dans la durée. Puis finalement, ben, on a les possibilités là, de s'impliquer dans une perspective plus de transformation sociale. On a un collectif de personnes aînées en situation de handicap, le collectif VIA, qui travaille donc à influencer les décideurs pour qu'ils prennent en compte davantage les enjeux de mobilité qu'elles vivent au quotidien. Euh, une chose importante à tenir compte en participation citoyenne, c'est aussi d'accepter
le conflit, accepter d'être critiqué, accepter d'être dérangé, qu'on soit une ville ou un organisme communautaire, si on souhaite faire de la participation sociale ou citoyenne, puis qu'on ne veut pas être critiqué, ben ça se peut pas. Ça, la démocratie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on veut laisser de la place à l'autre, ben il faut laisser de la place à son point de vue, puis il faut accepter de se laisser influencer, puis de transformer le nôtre un peu. Puis de cultiver, à l'engrenage, une chose qui est importante là, qu'on souhaite, c'est cultiver euh, la valeur du conflit. Donc, de reconnaître l'importance sociale du conflit qui permet de dégager donc deux positions en tension, d'évaluer sur quelle valeur ça repose, les argumentaires que ça sous-tend. Puis à partir de ça, ben, on est capable d'amener, de réfléchir ensemble, puis d'essayer de trouver la meilleure option à retenir. Puis ça, c'est vraiment important, surtout à une époque où la démocratie est malmenée, de valoriser le conflit, puis d'accepter de se laisser influencer. Quand je parlais tout à l'heure là, de capter ce qui veut bouger, ou dans la dernière année dans Saint-Roch, le projet donc de l'îlot d'Orchester a été vraiment un projet que moi, j'avais jamais vu autant la communauté mobilisée autour d'un projet. Des réunions à 20, 25 personnes qui discutent, qui raffinent leur argumentaire, leurs idées, qui se challengent. C'était vraiment beau à voir. Puis les gens ont vraiment voulu orienter leur action vers les consultations officielles pour travailler à influencer les espaces de décision. C'était vraiment beau à voir et de grande qualité en termes d'argumentaire. Puis il y avait vraiment une majorité solide derrière ça. Je vais reprendre un verre d'eau. Donc, oui, accepter de se faire influencer. Là, je conclurai vraiment en disant, un des défis de la participation, c'est le temps. Le temps de la participation citoyenne n'est pas le même que le temps des personnes salariées, puis ça implique nécessairement d'accepter de se donner des espaces de temps longs pour ralentir et la rendre possible. Voilà, merci. Merci beaucoup, Marie-Noël, pour tes constats et tes exemples. J'ai beaucoup aimé que tu nous rappelles que c'est important d'adopter une posture d'apprentissage en continu, puis que c'est correct de faire des erreurs en cours de route. Comme tu l'as rappelé, une démarche parfaite, ça n'existe pas. Puis, vaut mieux, en fait, miser sur la force de nos liens, s'adapter au fur et à mesure, mais surtout être en posture d'écoute. Donc, pour terminer ce beau panel, je laisserai maintenant la parole à Émilie Dufour de Commune Agir. Je crois que tu as un partage d'écran à faire. Je vais te laisser l'activer. Merci beaucoup, Florence. Donc, vous allez pouvoir juste me confirmer que vous voyez bien la présentation. C'est bon? C'est bon. OK, excellent. Donc, bonjour. Merci pour l'invitation à Vivre en Ville. Ça me fait plaisir de participer à ce panel au webinaire, en fait, avec les autres invités. Présentation, ça a déjà été fait. Peut-être simplement dire que, en lien avec la thématique participation citoyenne, lutte à la pauvreté, mon ancrage vient vraiment du milieu communautaire. Donc, première expérience dans les organisations communautaires qui s'inscrivent dans des approches très participatives. Et par la suite, j'ai aussi accompagné des espaces intersectoriels donc qui impliquent la participation notamment de personnes en situation de pauvreté. Et je suis à Communagir depuis 5 ans dans l'accompagnement de différentes démarches, dont plusieurs de plus en plus souhaitent favoriser la participation citoyenne. Vous dire aussi que le contenu que je vous présente aujourd'hui, c'est du contenu qui prend ancrage aussi dans une des formations qu'on offre à Communagir sur la participation citoyenne et le développement des communautés. En gros, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Communagir, on accompagne les communautés territoriales au Québec dans leur transformation, dans les changements qu'elles souhaitent importants pour leur développement.
soit par le renforcement de compétences, ça peut passer par les formations, notamment la formation sur mesure, par différents accompagnements, mais on travaille aussi à renforcer les conditions favorables là, au développement des communautés territoriales dans une logique d'équité et de durabilité. Voilà pour la présentation de l'organisation pour laquelle je travaille. Notre proposition, d'une part, c'est se donner, je vais essayer de prendre un petit pas de recul. On a vu avec les gens du collectif, vraiment, on est venu s'ancrer dans l'approche avec, comprendre comment elle peut s'articuler, c'est quoi son historique, c'est quoi son petit récit de vie. Et par la suite, on a vu avec Marie-Noël une application très concrète de cette approche-là dans l'intersectoriel, dans un quartier à Québec, avec l'engrenage. Donc là, je nous invite à prendre un petit pas de recul. On va essayer de distinguer les différentes formes de participation citoyenne dans nos communautés territoriales. Explorer aussi, on parlait de tensions. Donc, explorer et accueillir les tensions autour de la participation citoyenne dans les espaces intersectoriels. Et je vous propose quelques initiatives qu'on a pu voir dans nos accompagnements, des initiatives qui cheminent à leur façon vers l'AVEC que je souhaitais mettre en lumière. Donc, les formes de participation citoyenne dans nos communautés territoriales, on en distingue trois. Il y a d'abord, puis peut-être juste vous dire hein, que la participation citoyenne à l'échelle des communautés territoriales, elle est partout, elle existe depuis très longtemps, depuis bien avant, avant nous. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très présent, qui va s'articuler, qui va prendre plusieurs formes et chacune de ces formes-là vont dynamiser nos communautés territoriales. Donc, dans la première, la participation électorale, c'est une forme qui est assez connue. Ça prend forme à travers l'engagement, notamment dans des partis politiques ou différents paliers de gouvernement et évidemment, on s'inscrit dans une logique de la démocratie qui est plus la démocratie représentative. La participation publique, c'est quand on invite en fait les citoyens, citoyennes à donner leur opinion sur des projets qui les concernent, des politiques qui les concernent. Ça peut prendre plein de formes. C'est assez balisé, hein. Souvent, il y a un ancrage, il y a des responsabilités légales aux différents paliers gouvernementaux de faire des consultations. Et le niveau de considération des analyses citoyennes va vraiment varier, hein. Parfois, c'est faible, parfois, c'est assez fort. Donc, ça va dépendre des pratiques de participation publique. Et il y a la participation sociale qui vient vraiment tisser la toile de solidarité de nos communautés territoriales. Donc ça peut passer par l'engagement dans les organismes communautaires, dans les associations, dans les syndicats, dans les comités de citoyens. Et ça passe aussi via les mouvements sociaux qui vont plus s'activer à d'autres niveaux que nos communautés territoriales, hein. Souvent, c'est au niveau plus national, provincial, il y a des mouvements mondiaux. Mais les gens qui habitent nos communautés ben, font aussi partie de ces mouvements sociaux-là. Donc, ça vient dynamiser aussi le développement de nos communautés territoriales. Maintenant qu'on a présenté un peu les différentes formes de participation citoyenne, une échelle qu'on aime beaucoup utiliser à Communagir, qui est celle de l'Institut du Nouveau Monde et qui vient nous présenter en fait différents niveaux de participation, d'engagement et d'influence citoyenne. Donc, dans l'échelle, on va passer d'une participation un petit peu moins active, qui est jugée moins active, mais pas moins intéressante, hein. C'est important quand on présente des échelles, l'intention, ce n'est pas de distinguer ce qui est bon et ce qui est moins bon. On est vraiment dans une logique où ça peut nous aider à situer nos pratiques. Et dans celle qu'on voit, donc, dans le un petit peu moins actif, il y a s'informer ou être consulté et on chemine progressivement vers une participation qui est considérée comme étant plus active où on va encourager le dialogue, on va encourager la délibération, le débat et ultimement la co-construction. La co-construction, c'est un peu là que se situe l'approche avec, hein, où on souhaite penser, agir, réfléchir avec les premières concernées de nos démarches.
Donc, maintenant, comme je vous le disais d'entrée de jeu, les tensions qui vont venir s'activer dans les espaces intersectoriels en lien, entre autres, avec la participation citoyenne, mais pas uniquement. Donc, et encore là, on s'inscrit vraiment de façon, comme Marie-Noël le disait, là, tu sais, à comment on peut accueillir ces tensions-là pour en faire des outils de transformation. Il y a toujours un potentiel de transformation là où il y a une tension. Donc, c'est une occasion de transmuter vers autre chose. Et quand on s'intéresse aux espaces intersectoriels, bien, il y a plusieurs, il y a ce qu'on voit, hein. Souvent, à partir du moment où on se donne des objectifs communs, une vision commune, on a l'impression que tout s'aligne assez bien, mais dans l'invisible, ben, il y a des tensions qui peuvent s'activer et des tensions qui vont s'activer entre des visions différentes, notamment de la participation citoyenne, des formes, des finalités, des effets que la participation citoyenne peut avoir. Il peut y avoir également des lectures qui sont différentes des causes de la pauvreté. Donc, on vont se poser souvent des lectures où l'individu est plutôt responsable de sa situation, alors qu'on peut, ou d'autres lectures où c'est vraiment la société ou les structures qui vont générer l'appauvrissement des individus. Et, également au niveau des logiques démocratiques, les logiques qui sont un petit peu plus participatives, qui sont propres au monde communautaire notamment, versus des logiques démocratiques qui sont plus représentatives, plus proches notamment du monde municipal. Et ben, tout ça, c'est présent, même si on ne le voit pas, même si ça ne s'exprime pas, même si ça a l'air d'être dans l'invisible, ça joue aussi dans les conditions à mettre en place là, pour que ça soit des espaces qui soient transformateurs. Donc, les potentiels que ça ouvre, hein, puis ça peut permettre, à partir du moment où on se donne des espaces pour accueillir ces tensions-là, les comprendre, mettre à plat les différentes visions, les différentes lectures, pour essayer de cheminer entre le je et le nous, hein, le fameux passage pour s'aligner, hein, se donner des alignements qui sont communs, apprendre aussi à se comprendre au-delà des préjugés, des appréhensions et à créer des ponts qui vont devenir des espaces féconds pour faire autrement. Et là où l'approche avec est vraiment intéressante, bien souvent, ben, en fait, il y a plein d'éléments qui sont intéressants dans cette approche-là, mais c'est quand on fait avec les premiers concernés, bien, ça nous aide à sortir de ces polarités-là parce qu'on vient s'ancrer dans l'expérience de vécu. Donc, à partir du moment où il y a des personnes en situation de pauvreté qui participent au dispositif, aux démarches intersectorielles, bien là, on peut s'ancrer dans ce véhicule-là pour mieux comprendre comment nos pratiques parfois peuvent contribuer à des solutions ou contribuer aux problèmes. Ou, tu sais, donc là, il y a cet accueil-là envers ce qu'on peut apprendre de nos pratiques. Dans les tensions, évidemment, ça va s'activer. Puis, entre autres, quand on parle des démarches intersectorielles, ben, ça le dit, il y a différents secteurs du développement qui peuvent être invités donc dans ces espaces-là, des acteurs du monde scolaire, des acteurs du monde municipal, du monde communautaire. Donc, on n'a pas toute la même vision de ce que c'est un développement des communautés qui est plus durable, qui est plus inclusif. Donc, ça vaut la peine vraiment de prendre un temps pour s'arrimer dans nos visions. Et aussi, ben, par exemple, quand on parlait des logiques démocratiques entre les acteurs municipaux et le monde communautaire qui s'inscrivent un petit peu plus dans des approches participatives, ben, ça, ça peut être vraiment intéressant de prendre un temps pour mieux se comprendre dans le but de mieux cheminer. Je vais vous présenter maintenant des pratiques inclusives dans leurs défis, certains leviers, des effets aussi. Puis je vous donne un petit angle région à mes exemples parce que, ben, juste pour être en complémentarité avec ce que Marie-Noël nous a présenté, donc on s'est, avec la présentation de l'engrenage, on s'est vraiment ancré dans un quartier urbain très dense qui est celui du quartier Saint-Roch à Québec. Maintenant, allons voir un peu comment
comment d'autres démarches, d'autres territoires peuvent cheminer vers des pratiques un peu plus inclusives. Et avant ça, certains défis, donc en région, on le sait, si on prend l'échelle du quartier Saint-Roch, puis on le traduit, par exemple, dans Charlevoix, là, je suis présentement dans Charlevoix, ben, on va, la correspondance, c'est l'échelle municipale. Puis dans une municipalité, on est souvent dans de très faibles densités populationnelles et ça va faire en sorte que ça réduit notamment l'accès à certains leviers financiers à cause de cette densité-là, mais aussi pour plein d'autres raisons. En région ou en milieu rural particulièrement, ben, les paroles, je dirais la citoyenneté plus critique est souvent stigmatisée, un petit peu plus marginalisée pour plein de raisons, mais il y a notamment des enjeux culturels. On ne parle pas de participation citoyenne de la même façon. Même chose pour la lutte à la pauvreté. Donc, il y a des enjeux culturels dont il faut tenir compte. Et la participation est souvent, ou la participation citoyenne est souvent considérée comme étant du bénévolat, alors qu'on l'a vu dans les différentes formes, ça va bien au-delà de ça. Donc, ça, c'est des petits défis que je trouve importants là, à mettre à plat. Et dans les alliés, dans les leviers, c'est-à-dire la création d'alliances solides à l'échelle peut-être des municipalités, mais peut-être à l'échelle plus territoriale entre les professionnels de l'intervention collective, entre des organisations qui peuvent supporter la participation citoyenne. Il y a des municipalités, des MRC aussi qui vont innover dans la création d'espaces de dialogue et d'influence citoyenne. On va voir un exemple là, dans quelques secondes. Et de façon générale, les effets des pratiques inclusives, ben, ça a des effets notamment d'améliorer la qualité des décisions à différents niveaux parce qu'on vient s'ancrer dans les besoins, les réalités des personnes qui sont les premières concernées. Bien, on comprend mieux et ultimement, ça nous aide à à se donner des aliments qui sont plus justes, qui sont plus pertinents. Ça vient aussi contribuer au renforcement du pouvoir d'agir. Ça a déjà été dit à différents niveaux, à l'échelle individuelle, mais également dans les collectifs, hein, parce on vient s'ancrer notamment dans l'expérience de vécu. Et ça génère aussi un plus grand sentiment d'appartenance. Donc, on parle d'un point de vue populationnel, les citoyens et citoyennes vont être engagés dans leur communauté, meilleure la santé va être parce qu'on va travailler sur les facteurs de protection qui sont notamment le sentiment d'appartenance. Donc là, je voulais simplement exposer les principaux effets qui sont reliés à la participation citoyenne et vous présenter quelques pratiques inspirantes qu'on peut voir un peu partout au Québec, qu'on a perçues, qu'on a captées via aussi nos accompagnements. Une des pratiques inspirantes, c'est quand des organisations vont se doter de moyens pour renforcer leur capacité à être plus inclusifs dans leur démarche intersectorielle. Puis une des façons de le renforcer, c'est entre autres en créant des postes dédiés comme à la mixité, comme Marie-Noëlle le mettait en lumière, mais des fois, c'est des postes de soutien à la participation citoyenne dans les démarches intersectorielles parce que ça ne s'improvise pas. Ça prend un bon accompagnement. Marianne et Michel aussi en ont parlé. Donc, l'importance de bien accompagner la participation citoyenne, surtout dans les espaces intersectoriels. Le développement d'une culture d'amélioration continue aussi en fait partie. L'offre de formation quand il y a des espaces pour comprendre, pour s'approprier du contenu, pour réfléchir à c'est quoi les pratiques les plus porteuses. Donc, on est beaucoup dans le renforcement des capacités. Puis aussi la mutualisation des bonnes pratiques en s'ancrant, entre autres, dans l'expertise communautaire là, qui a développé vraiment des pratiques vraiment super pertinentes et qui sont documentées aussi au niveau de leurs effets. Dans les autres pratiques inspirantes, il y a la mise en place de dispositifs qui favorisent un dialogue durable. Dialogue durable entre les organisations qui vont provenir de différents secteurs, mais aussi les citoyens et citoyennes qui vont s'impliquer, par exemple, dans des démarches intersectorielles. Donc, comment on fait pour assurer des espaces qui sont sécuritaires et durables pour l'engagement citoyen?
citoyens. Une des pratiques qu'on met souvent de l'avant dans nos accompagnements, c'est de bien planifier une alternance entre des espaces de non-mixité et de mixité. C'est-à-dire, puis ça aussi, Marianne l'a présenté tantôt, mais de permettre aux citoyens de se rencontrer entre eux pour structurer leurs idées, pour réfléchir à des enjeux, parfois à des inconforts, avant de se présenter dans des espaces de mixité où leur pouvoir d'agir va être plus grand à cause de cette combinaison-là entre des espaces de non-mixité et de mixité. Et ça, c'est une inspiration des approches féministes et qui a vraiment été quand même, qui est assez porteuse dans les espaces intersectoriels. Et il y a aussi dans les pratiques inspirantes les municipalités qui transforment leurs pratiques dans la durée et qui ne vont pas se limiter à la participation publique, mais qui vont, entre autres, créer des espaces de co-construction à l'intérieur de leur pratique. Donc, d'autres municipalités aussi ont décidé de renforcer les capacités de leurs équipes municipales à favoriser l'inclusion. Un exemple que j'ai envie de vous présenter, c'est la construction de politiques de participation citoyenne en s'ancrant notamment dans l'exemple de Petit-Saguenay, qui est une municipalité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et qui met de l'avant un leadership politique qui est vraiment rassembleur, qui favorise le croisement des savoirs, des perspectives et qui vient reconnaître l'importance de l'expertise de vécu. Donc, habituellement, souvent, à l'échelle municipale, la forme de participation citoyenne qui est valorisée est beaucoup autour de la participation publique, hein. On est autour des consultations, des politiques MADA, il y a toutes sortes de consultations là, qui sont initiées par l'appareil municipal. À Petit-Saguenay, il y a comme une combinaison entre des pratiques de participation plus sociale et aussi la participation publique. Et il y a une forme de rapprochement entre les logiques démocratiques qui sont celles du milieu, oui, de l'acteur de l'acteur municipal avec une logique démocratique plus représentative, mais on intègre à ça des pratiques inspirées, notamment des mouvements sociaux qui sont beaucoup plus participatifs ou de co-construction. Et ce qui est intéressant avec le développement d'une politique de participation citoyenne qui reconnaît la pertinence de différentes formes de participation citoyenne, c'est qu'on vient un peu institutionnaliser ces pratiques-là dans un engagement clair qui a été co-construit avec les premiers concernés et ça vient, ça traverse les années au-delà des changements de gouvernement de proximité, au-delà des changements dans l'appareil du conseil municipal. Donc, les politiques sont transmises d'un conseil à l'autre et ça fait en sorte que les bonnes pratiques perdurent. Il y a toute une logique, là, dans leur politique, je vous invite vraiment à la consulter. Ils viennent mettre en lumière notamment les bonnes pratiques pour favoriser une participation citoyenne qui est inclusive, qui tient compte des réalités, des besoins particuliers des citoyens. Et ça, c'est assez innovant à l'échelle municipale. Une autre pratique inclusive ou des bonnes pratiques que je souhaitais mettre en lumière, qui est plus à l'échelle régionale, mais toujours dans le milieu rural, c'est un guide qui est assez récent, là, qui a été créé là, dans les dernières années dans le Bas-Saint-Laurent, qui est issu d'un projet de recherche-action participative qui a permis de développer des savoirs collectifs issus d'une première expérience de gouvernance partagée. L'intention avec ce guide-là était de mieux comprendre les dynamiques à l'œuvre et identifier des pratiques gagnantes dans les gouvernances qu'on appelle une gouvernance partagée ou participative. Ça a mobilisé plusieurs acteurs, notamment des citoyens, citoyennes, des organisations, dont des organisations communautaires, mais aussi des chercheurs. Donc, cette alliance-là avec l'académique qui est mise de l'avant. Donc là, on est dans une gouvernance qui vient dans le Bas-Saint-Laurent, là, qui va regrouper des concertations de la Matanie, de la MRC-Les-Basques et de Rivière-du-Loup. Et le guide, une des éléments
coup de cœur que je trouvais intéressant à vous partager, c'est entre autres qu'il y a une distinction assez importante entre les acteurs citoyens premiers concernés qui ont des savoirs uniques ancrés dans leur expérience de différents défis, notamment de la pauvreté, et les acteurs citoyens qui sont engagés, mais qui ne vivent pas directement les défis des premiers concernés, mais qui veulent s'inscrire en alliance, en solidarité. Et cette distinction-là, elle est importante. Donc, si par exemple, vous êtes en charge de développer une consultation avec, je ne sais pas, avec des aînés, par exemple, ben, les premiers concernés, c'est les personnes aînées. Mais dans ce cas-ci, ben, les autres acteurs citoyens engagés, ben, ça peut être plusieurs autres personnes de la population qui peuvent s'inscrire en solidarité avec cette réalité-là très particulière des aînés, là. Je prends cet exemple-là, mais on s'entend qu'il pourrait y avoir plusieurs autres exemples. Donc, élément de conclusion, juste ramener un peu les grands messages clés de ma présentation. Donc, la participation citoyenne prend plusieurs formes. C'est des formes qui sont déjà existantes et qui viennent dynamiser les communautés territoriales. Les espaces intersectoriels sont traversés de tensions. C'est normal. Il faut savoir les accueillir. Surtout, il ne faut pas éviter d'en parler. Il faut plutôt se donner des moyens de mieux les comprendre, de les visibiliser, puis de cheminer vers des alignements qui vont nous permettre d'agir ensemble, hein, le fameux passage du je au nous. Donc, ça peut devenir des leviers de transformation si on se donne les conditions pour prendre soin des processus, des relations, puis qu'on puisse ensemble créer des espaces de dialogue. L'approche avec, c'est un puissant levier parce que ça nous invite à s'ancrer dans l'expérience de vécu de la pauvreté. Donc, ça peut être aussi très aidant quand on veut sortir des polarités puis des visions, de venir s'ancrer dans cette expérience-là du vécu. Et souvent, ça a un effet très transformateur, c'est-à-dire ça vient nous aider à voir des angles morts sur nos pratiques, sur nos programmes, sur nos façons de faire pour vraiment faire des ajustements qui soient les plus soutenants et alignés possibles avec les besoins et les réalités des premiers concernés. Et en milieu régional ou rural, il y a des défis qui sont réels, mais il y a aussi d'autres genres de leviers qui peuvent permettre de favoriser, dans le fond, plus d'inclusion. Au final, on gagne collectivement, évidemment, avec des décisions qui sont plus justes, pertinentes, puis aussi parce qu'on vient renforcer nos capacités d'agir face à des réalités comme la montée des inégalités, mais aussi les changements climatiques. Donc, nos communautés territoriales sont invitées à renforcer leur capacité à travailler ensemble, surtout face aux différentes crises sociales et écologiques là, auxquelles elles sont confrontées. Je vous ai aussi transmis, ici, vous avez plusieurs documents de référence si jamais ça vous intéresse. Donc, je vais me charger de partager la présentation suite au webinaire pour ceux et celles qui sont intéressés. Merci beaucoup, Émilie, pour cette vue en hauteur de la participation puis du potentiel transformateur que les tensions peuvent engendrer. Je note aussi les particularités et les défis de la participation à l'échelle régionale. Puis ça, c'est un élément qui devrait intéresser les acteurs qui œuvrent au sein des Alliances pour la solidarité, notamment, dont plusieurs sont présents ici parmi nous aujourd'hui. On est maintenant rendu à la période d'échange, donc je veux remercier nos 4 panélistes, puis je suis sûre que les participants et participantes vont ressortir de vos présentations avec des réponses, mais aussi et surtout avec plus de questions qu'elles en avaient en arrivant. Personnellement, je ressors de tout ça avec la conviction que c'est important d'inclure les personnes concernées par des projets et des démarches, puis qu'il y a autant de façons de le faire qu'il y a de démarches. Puis dans le fond, c'est à travers le respect, la force de nos liens qu'on va développer avec les personnes, puis l'écoute dont on fait preuve qu'on peut réellement créer des collaborations qui portent fruit. On va maintenant passer à la période de questions. On en a déjà reçu quelques-unes, mais vous pouvez encore en envoyer là, à travers l'outil de clavardage. On continue de les prendre. Puis, pour lancer le bal, je vais commencer avec une question qui va comme suit. Dans une démarche collective de participation citoyenne avec des personnes en situation de pauvreté, comment on peut faire pour recruter des experts de vécu sans leur donner un sentiment de stigmatisation? Quelqu'un veut se lancer?
On dirait que je m'attendais à ce que Marianne lève la main, mais on dirait que j'ai l'impression que l'idée, c'est d'approcher les gens pour ce qu'ils ont à partager, pour leur expérience, de valoriser le vécu, le savoir. Aussi, tu sais, le- la participation citoyenne, c'est quelque chose de collectif. Fait que je pense qu'une mise en garde que je ferais, c'est d'éviter de penser que d'avoir une personne qu'on recrute sur un comité intersectoriel et qu'elle incarnerait la participation citoyenne à elle seule, c'est pas ça, de mon point de vue, ça fonctionne pas. Ce qu'on doit arriver à faire, c'est soutenir des expériences collectives où est-ce que, comme Marianne le disait tantôt, il y a des espaces aux gens pour partager. Et puis, une personne qu'on appelle experte de vécu ne se représente qu'elle-même. L'idée, c'est aussi de donner des espaces de réflexion pour passer des expériences individuelles aux expériences collectives. Puis là, on a quelque chose à aller apporter à l'espace de partage. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment que ça s'inscrive dans une approche plus globale, d'aller chercher des alliés dans les organismes communautaires, d'animer ça, c'est ça, d'aller vers le collectif. Ça serait mon conseil. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce que Marianne ou Michel, vous voulez compléter? Il y a un outil qui est super intéressant là-dessus qui s'appelle, c'est une grille qui a été développée sur les stratégies de recrutement puis de mobilisation d'experts de vécu qui a été créée par Cosmos, là, une démarche Cosmos, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. C'est une grille qui peut être super. Je pourrais aussi vous la transmettre, là, qui est un outil, une espèce d'aide-mémoire qui facilite le recrutement ou la mobilisation de personnes qui peuvent avoir différentes expertises. Nous, dans ce qu'on on peut constater dans nos accompagnements, l'important, c'est d'avoir des intentions qui sont claires, de nommer les choses. Si on cherche, par exemple, à mobiliser des citoyens, citoyennes qui vivent une réalité particulière, c'est important de le nommer. Puis c'est certain que, puis je trouve ça intéressant ta question, Florence, parce que on va pas, par exemple, en milieu rural, mais ce sera pas nécessairement nous avons besoin de personnes en situation de pauvreté. On va passer parce que, bon, les raisons qu'on a nommées, les enjeux culturels, il y a peut-être, il y a plusieurs raisons, mais on va le nommer autrement, mais pour parler de cette réalité-là de vivre avec des moyens qui sont insuffisants pour répondre à ses besoins, par exemple. Donc, il y a différentes stratégies comme celle-là. Finalement, de partir à partir des caractéristiques du vécu plutôt qu'à partir de l'étiquette qu'on appose à ces personnes-là, si je comprends bien ce que tu viens de dire. Voilà. Excellent. On a une deuxième question, puis ça, je pense que plusieurs personnes vont se la poser parce que nous, on se la pose nous-mêmes, puis je pense que c'est quand même répandu pour l'avoir entendu à plusieurs reprises. Comment on peut faire valoir des approches inclusives auprès d'un bailleur de fonds? Donc, tu l'as dit, Marie-Noëlle, tantôt, il faut revoir un peu la temporalité des projets qu'on souhaite mener en co-construction ou en collaboration avec les premiers et premières concernés. Mais quels arguments on peut mettre de l'avant finalement quand on veut faire valoir la plus-value de ça dans nos projets? Une belle question. Tu sais, j'y vais avec ce qui me vient. On dirait que je connais pas de bailleurs de fonds qui sont pas sensibles à ces questions-là. Tu sais, j'ai l'impression que tout simplement de dire qu'on veut que le projet prenne en compte une diversité de réalités, de croiser des savoirs, des expériences, de prendre le temps d'aller chercher des points de vue. Il me semble que les bailleurs de fonds que je connais du moins, c'est aussi simple que ça, puis que c'est des arguments qui sont pesants, là, qui fonctionnent, là. Parce que je pense qu'on est à une époque où c'est quand même compris, cette importance-là. Peut-être un. Est-ce que Marianne ou Michel, vous voulez y aller? Je vais, puis. Donc, un des défis là, qu'on peut voir avec
le financement, c'est que souvent, c'est via l'approche projet, hein. C'est des programmes qui sont très balisés, qui vont encourager à répondre à des critères de financement. Et de plus en plus, on voit que des bailleurs de fonds vont reconnaître l'importance de la participation citoyenne. Donc, c'est de plus en plus facile de financer des projets, mais souvent, c'est les projets champions qui vont recevoir le financement. Donc, si on considère un peu les inégalités de participation interterritoriale, là, il y a des enjeux parce que souvent les critères sont appliqués au Québec de façon assez unilatérale, comme si toutes les réalités étaient les mêmes. Donc, c'est souvent les projets qui vont scorer plus fort, qui vont cocher ou répondre aux critères qui vont avoir le financement et non pas nécessairement les communautés qui en auraient le plus besoin. Des fois, les projets ne seront pas jugés là, comme étant à potentiel fort ou assez novateurs. Toutefois, un autre élément que j'ai envie de mettre en lumière, c'est aussi que souvent, le financement ou les projets à développer doivent correspondre, on doit fournir une échéance, préciser tous les objectifs, ce qu'on va faire dans l'année 2, ce qu'on va faire dans l'année 3. Tu sais, c'est dans cette logique-là où on doit à peu près tout savoir sans l'avoir fait. Et quand on est dans une approche avec de co-construction, ben, les objectifs se définissent au fur et à mesure. Donc, on peut avoir une idée de ce qu'on pense qui va être réalisé ou projeté dans l'année 2 ou 3. Mais si on est cohérent avec cette logique-là de co-construction, là, c'est peut-être plus difficile d'avoir une idée aussi, aussi claire dès le départ. Tu sais, fait que ça, on est encore dans ces paramètres-là, des fois, qui limitent la capacité de co-construire les projets. Effectivement, tu sais, peut-être d'essayer d'aller mettre justement, je me prenais une note, la valeur du processus, tu sais, tout ce qui n'est pas un résultat, tu sais, on a construit telle affaire, on a telle chose, c'est pas tant concret, tant tangible, mais ça fait tellement des différences. Ça, on en a parlé, je pense dans toutes nos présentations, on disait, tu sais, ça fait des changements, les gens sont impliqués, il y a des décisions qui sont prises qui correspondent beaucoup plus à ce que un ensemble de personnes, d'une communauté veut, tu sais. Fait que ça, c'est dur à quantifier, donc c'est toute une logique à, à revoir, tu sais. Puis attention, même ça a été nommé aussi, mais tu sais, à pas être dans une personne en situation de pauvreté. Donc, ah, voilà, on a fait la participation citoyenne, là. C'est un peu plus que ça, là. Le bailleur de fonds a souvent des échéances à respecter auxquelles les personnes en situation de pauvreté ne correspondent probablement pas parce ils ont- on doit leur donner le temps pour s'exprimer, pour dire leur point de vue. Souvent, elles sont écartées, ces personnes-là, du trajet du projet en question parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder à leur point de vue. On ne prend pas le temps. Puis, des fois, j'ai l'impression aussi qu'il faut s'assumer. Parce que des fois, je pense qu'on a tendance à vouloir en mettre beaucoup dans des demandes de projet. Puis je pense qu'il y a un travail à faire pour ramener ça à ce qu'on pense qu'on doit faire avec les connaissances qu'on a, puis expliquer pourquoi. Euh, c'est ça. Peut-être qu'il y a un changement de culture à faire aussi dans notre côté, à vouloir performer beaucoup là, dans les demandes de projet, là. Oui, merci. Moi, j'aurais une petite question pour Michel. Selon vous, ce serait quoi les meilleures façons de s'assurer que les citoyens et citoyennes qui participent à une démarche quelconque soient à l'aise de prendre la parole sur des sujets qui sont très intimes, notamment en lien avec leur vécu de la pauvreté? C'est pas évident de s'exprimer sur des sujets qui sont aussi proches, ben c'est ça, ouais, c'est très intime. Donc, à travers votre expérience, là, ça peut être la vôtre ou ce que vous avez observé, c'est quoi les conditions qui font en sorte qu'on est plus prompt à s'ouvrir puis à faire bénéficier une démarche finalement de notre vécu? Souvent, les personnes elles-mêmes aiment bien s'exprimer sur leur vécu. Il y a d'autres personnes qui préfèrent se, se taire là-dessus. Je pense qu'il faut respecter chaque personne dans son vécu personnel, que ce soit de l'exprimer ou de le dire d'une façon différente plutôt que d'y aller dans le, comment je pourrais dire,
Dans le témoignage. Dans le témoignage, oui, c'est ça. Mm. Ouais. Ben, si je peux me permettre, Michel, de continuer, ça va-tu? Oui, oui, vas-y. Tu sais, c'est ce qui me venait quand tu posais la question, Florence, c'est déjà prendre la parole. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut se sentir à l'aise. On en a parlé, là, tu sais, des mesures à mettre en place, des moyens à mettre en place pour favoriser cette, euh, cette aisance, cette possibilité pour les gens de prendre la parole. Puis après ça, effectivement, tu sais, il y a des gens qui vont raconter leur vie, puis, tu sais, ils ont envie de la partager. Puis c'est correct, mais il y a des gens qui vivent des choses, mais qui n'ont pas nécessairement envie de les partager, je sais, au témoignage, au jeu. Tu sais, on pourrait utiliser, par exemple, le récit. Racontez-nous l'histoire de inventez-nous l'histoire de telle personne qui vit dans tel milieu. Tu sais, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle ressent? Il y a des outils, la Charlotte, tu sais, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qu'elle pense, machin. Tu sais, il y a plein d'outils pour faire une représentation, puis en même temps aussi on peut collectiviser là, des situations. Donc effectivement, on n'est pas obligé d'avoir un témoignage personnel pour connaître des situations. Ça me fait penser un peu à ce que Marie-Noël a dit tout à l'heure sur le fait que peu importe ce qu'on fait, il va toujours y avoir des gens qui sont moins à l'aise avec une formule, puis c'est pour ça qu'il faut diversifier nos approches pour faire en sorte que tout le monde peut s'exprimer à un moment ou à un autre. Donc ici, il y en a qui, comme tu dis, Marianne, il y en a qui sont très à l'aise avec les récits personnels, mais il y en a d'autres qui vont vouloir prendre un peu de hauteur puis parler, c'est ça, un peu plus dépersonnaliser finalement ce qu'elles vivent pour être en mesure de partager leur vécu. Merci beaucoup. On aurait le temps pour une dernière question. Euh, pour des personnes qui ont été longtemps exclues du processus de prise de décision, il peut y avoir des émotions de frustration ou un sentiment de ne pas avoir été écouté. Comment on peut sensibiliser les professionnels puis leur permettre de reconnaître ces injustices-là avec empathie et non sous forme de reproche? C'est pas une question facile, hein? Peut-être, c'est, un déjà d'essayer de comprendre, là, c'est comme qu'est-ce qui peut, parce que tu sais, on l'entend beaucoup là, aux échelles municipales. Les gens sont dans les consultations publiques. Là, on est comme plus dans les gens participent de moins en moins. Ou il y a sont plus résistants à participer à cette forme-là de participation citoyenne. Pourquoi? Ben, déjà de se poser la question du pourquoi. Puis quand on creuse un peu, qu'on essaie de comprendre, ben, il y a souvent ce qui est nommé, notamment, c'est l'impression d'être instrumentalisé. L'impression que quand on participe, de toute façon, ça donne rien, ou on n'a pas de retour, ou on ne sait pas si nos propos ils ont changé quelque chose, ou carrément, ça n'a rien changé. Je pense que tu sais, fait que c'est comme quand on prend le temps de comprendre ceci, ça nous aide à changer nos pratiques si on veut, si on veut renforcer l'engagement citoyen. Fait que, puis ça, ben, on part un peu avec une prise au bâton, c'est-à-dire quand on fait des espaces participatifs, il y a déjà souvent une résistance parce que les gens arrivent avec une forme de méfiance. Fait que déjà, là, de prendre le temps de dire ça s'explique, là, cette méfiance-là, puis on veut pas reproduire ce sentiment-là d'être instrumentalisé, puis faire en sorte que les espaces, ça soit pas une expérience qui est positive pour les personnes qui sont invitées là, à participer. Donc, il y a comme quelque chose à comprendre, puis ça nous invite à améliorer nos pratiques aussi participatives, je pense. Ouais, je pense que c'est de donner du sens aux inconforts qui sont vécus. C'est pas le fun, hein, de critiquer. C'est pas le fun de se remettre en question. C'est pas le fun pour personne. Fait que je pense que, mais je pense qu'il faut s'en parler du fait que c'est pas le fun, puis que, OK, de visiter pourquoi ça m'a dérangé, de visiter. Tu sais, le faire dans l'ouverture. Je sens une tendance ces dernières années autour des consultations à faire valoir comme, j'entends la perception des fois que c'est comme si c'était juste les chialeux qui allaient aux consultations mais que la majorité silencieuse, elle, était d'accord. Tu sais, il y a comme, on dirait Mm. quelque chose, puis ça, je trouve ça très dangereux parce que ça décourage des fois les gens d'aller
partager leur point de vue, puis ça crée une distance là, avec les instruments démocratiques, puis c'est vraiment important de le valoriser, oui, d'essayer de diversifier, mais de les vivre, ces inconforts-là, parce que aussi le modèle là, d'assemblée, de consultation est un modèle exigeant, mais c'est quand même un beau modèle démocratique en termes d'être capable d'entendre les discours de l'autre, de se laisser influencer. Fait que, tu sais, je pense qu'on doit un petit peu là, renforcer nos capacités collectives à vivre ces inconforts-là, à les accueillir, puis à leur donner du sens. Je- Euh, j'ajoute oui, Et vas-y, Émilie. peut-être un petit élément, tu sais, les petits espaces, c'est-à-dire même si on a une grande assemblée, créer des petits espaces qui libèrent la parole, c'est sécurisant, ça donne envie de plonger, de partager son vécu, de faire du lien entre son vécu puis le vécu de l'autre. Donc, à l'intérieur souvent des grandes assemblées ou des grandes consultations, créer des petits espaces, même quand tantôt j'en parlais comme l'alternance entre des espaces non mixtes et mixtes, ben, on est un peu là-dedans. Je pense que c'est de designer aussi autrement parfois les espaces participatifs pour libérer la parole puis faire en sorte qu'on se sente bien d'être là. Puis de nommer aussi peut-être en fin de rencontre, de consultation, comment les propos, hein, les données qui ont été captées, comment ces savoirs-là qui ont été partagés, ben, c'est quoi la suite? Informer sur la suite, informer sur comment ça va être analyser tout ça pour que les gens le sachent à quoi ils ont contribué et puis qu'ils puissent aussi s'inscrire dans la suite. Merci beaucoup, c'est une excellente piste, ça. On va malheureusement devoir mettre fin à la période de questions parce qu'on arrive à la fin du webinaire. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont soumis des questions, puis on est désolé de ne pas avoir pu toutes les prendre, là. Je vous rappelle que l'enregistrement du webinaire va être déposé sous peu sur notre plateforme de diffusion Carrefour. Merci à tous nos panélistes pour votre présence. Marianne, Michel, Marie-Noël et Émilie, ça a été un plaisir de vous entendre. Puis j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre les discussions à un autre moment. Je vais juste partager mon écran vite, vite pour vous annoncer deux petites choses. Donc, je souhaite également souligner en fait que ce webinaire est rendu possible grâce à la participation du gouvernement du Québec à travers le plan d'action gouvernemental visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puis également grâce à notre partenaire de programmation annuelle, Hydro-Québec. Je profite de l'occasion là, pour vous mentionner que les inscriptions sont ouvertes pour la 10e édition de notre rendez-vous Collectivité viable. Cette année, l'événement va s'intéresser à l'adaptation climatique équitable des milieux de vie, puis ça aura lieu le 18 juin prochain à Montréal ou en mode virtuel. Tardez pas à vous inscrire puisque le tarif hâtif irrésistible est en vigueur en ce moment. Je vous souhaite une belle fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.